Bonjour Jourdi Paille. Bonjour. Vous avez accepté de participer à cette soirée d'échange organisée par l'ADAE qui a souhaité donner la parole aux parents dans ce contexte de refondation de l'école. Vous êtes, je le rappelle, enseignant-chercheur à l'Université Michel de Montaigne à Bordeaux et conseiller au Conseil économique, social et environnemental régional d'Aquitaine. Mais surtout, vous avez été président national de la FCPE. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la méthode mise en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale pour cette refondation de l'école? Je dirais que nous avons une démarche classique de concertation. Il est difficile de faire sans concertation l'éducation nationale, sinon le ministre se verra reprocher. L'important, c'est de savoir ce qu'il veut mettre en œuvre. Alors, déjà, fonder l'action sur l'école primaire me semble une bonne démarche, parce que l'avenir se prend à la base pour l'enfant. Travailler sur les rythmes, c'est une bonne chose, quoique on puisse s'interroger sur la volonté de vraiment tout mettre à plat. Parce qu'il ne suffit pas de réaménager la semaine en diminuant le temps scolaire, il faut aussi songer à l'année, à son organisation, à son rythme. Donc la démarche paraît un peu incomplète pour l'instant, mais espérons que les choses avanceront. Ensuite, je crois que refonder l'école, c'est d'abord définir la place que l'on veut donner à l'enfant élève. Si on ne prend pas en compte l'enfant dans ses rythmes de progression, pas seulement ses rythmes de vie, mais ses rythmes de progression, alors on n'assurera pas la réussite de tous. Tous les enfants ne progressent pas au même rythme, donc il faut se donner les moyens de prendre en compte cette réalité pour aboutir ce qui est théoriquement dans les textes, à savoir l'acquisition d'un socle commun avant une quelconque orientation. Donc je crois que tout programme de changement doit d'abord se fonder sur la place que l'on veut donner à l'enfant élève. Alors le ministre souhaite construire, proposer une loi d'orientation et de programmation pour l'école, donc au Parlement. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 89, et je crois que vous l'avez vécu à ce moment-là. Absolument. Est-ce que vous faites aussi ce parallèle? Bon, je pense qu'effectivement, il n'est pas mauvais pour l'école d'avoir un texte qui donne les grands objectifs, la démarche, et qui surtout s'accompagne d'une véritable démarche de programmation. Parce que on a trop souvent connu une école avançant au coup par coup, avec des budgets qui avançaient, qui reculaient, etc. Donc c'est un engagement dans la durée. Il faut véritablement que dès maintenant, puisque il y a un quinquennat, qu'au moins sur 5 ans, on sache où l'on va dans une progression en termes de recrutement, d'organisation. Donc la démarche est bonne, mais maintenant, quel contenu? Est-ce que l'on va, je dirais, satisfaire tout le monde et son contraire, enfin tout et son contraire, ou va-t-on vraiment donner une ligne force? Je crois que l'enjeu, il est là. S'il n'y a pas une ligne de force, alors on ne peut rien organiser dans la durée. Et si vous aviez, vous, à définir cette ligne force, quelle serait-elle? Comme je disais précédemment, L'enfant. L'enfant. L'enfant avec un objectif, la réussite de tous. Alors, la réussite de tous, encore une fois, c'est pas amener tous les enfants à l'ENA. La République nous préserve de cette catastrophe. Mais permettre à chacun de s'épanouir, de trouver sa voie, en ayant à la fin de la scolarité obligatoire les acquis communs. Et puis lui donner le goût d'aller plus loin, c'est-à-dire de rebondir. On peut avoir quitté à un moment donné le système scolaire, on le dit depuis des années, après tout pouvoir reprendre plus tard quand on a les goûts, l'envie, ça va être aussi une possibilité. C'est-à-dire c'est l'éducation tout au long de la vie. Le système scolaire n'est pas une fin en soi. Est-ce que vous regardez aujourd'hui dans votre environnement, vous n'êtes plus parent d'élèves scolarisables ou scolarisés en collège ou en lycée comme vous l'avez été, mais est-ce que le regard que vous portez sur les préoccupations des parents, vous les mettez en parallèle, en écho aux préoccupations des parents que vous avez rencontrées, vous, à votre époque? Il me semble qu'il y a une préoccupation fondamentale de tout parent, c'est la réussite de son enfant. Alors comment faire pour faire en sorte que cette réussite soit au cœur de l'action de l'école? Alors, il y a déjà un levier indispensable qui n'est pas nouveau, que la FCPE a mis en avant depuis des décennies, c'est mettre en place une véritable coéducation, c'est-à-dire un travail en commun par rapport à l'enfant de chaque parent, par rapport à son propre enfant.
Mais plus globalement, la coéducation, c'est aussi travailler avec les organisations de parents d'élèves, les fédérations de parents d'élèves. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le suivi individuel, et puis il y a le fonctionnement du système éducatif. L'un se fait avec l'individu, le parent, les parents, et puis l'autre se fait avec les organisations. Pourquoi? Parce qu'on ne gère pas un conseil d'école avec une série d'individualités, mais par rapport à des projets. Et c'est là que les mouvements parents d'élèves sont essentiels, en ce qu'ils peuvent porter une parole commune, une parole préparée au sein même de l'organisation, qu'ils sont des relais vis-à-vis des autres parents. Donc je crois que on a dit en France qu'il y avait une place pleine et entière au sein de la communauté éducative pour les parents. Depuis la loi de 89, comme quoi une loi d'orientation, c'est pas négligeable. Mais il faut véritablement pouvoir le mettre en œuvre. Mais cette mise en œuvre, que ce soit vis-à-vis des enseignants, des parents, de tous les acteurs de la communauté, en disant bien, réfléchissons à ce que l'on met en place à travers les projets d'école, les projets d'établissement, autour de l'enfant, du jeune, de l'adolescent. La société d'aujourd'hui est impactée, comme on dit, confrontée au numérique. Pensez-vous que l'école doit participer de la formation des jeunes à cette nouvelle dimension de la société numérique? Est-ce que l'école a un rôle à jouer avec les nouvelles technologies telles qu'elles sont pratiquées dans la société d'aujourd'hui? Comment peut-on imaginer l'école du XXIe siècle si celle-ci n'intègre pas les outils du numérique? Et y est-elle prête aujourd'hui? Alors, c'est là qu'il y a plusieurs problèmes. Alors, on va dire qu'il y a les problèmes matériels d'équipement. Les équipements sont fournis par les collectivités, qui investissent très largement. Le deuxième élément, c'est ces outils, ils servent à quoi? On en fait quoi? Et là, on tombe sur la formation des personnels, mais en même temps, la construction d'un projet pédagogique. C'est-à-dire, les outils, il ne suffit pas d'avoir un ordinateur dans une classe, si c'est pour envoyer de temps en temps, juste aller consulter un dictionnaire. Après tout, entre le papier ou un dictionnaire en ligne, quelle est la différence? C'est véritablement qu'est-ce que l'on peut faire avec ces outils, et avec ce souci important, c'est d'abord que tous y accèdent, et deuxièmement, qu'ils apprennent à s'en servir. Alors, apprendre à s'en servir, c'est pas simplement pianoter, c'est avoir cette dimension critique. Bien sûr, c'est une formation progressive de l'élève, mais une dimension critique par rapport à l'outil. Un site, c'est quoi? Comment je différencie un site d'un autre? Qu'est-ce que je peux y trouver? Oui, mais est-ce que je vais y trouver est la vérité? Est-ce que bon, voilà, c'est toute une dimension. Et puis, c'est pas simplement pour consulter, c'est pour construire, qu'il s'approprie non seulement l'outil en termes de pratique, mais intellectuellement, pour justement progresser et demain construire son propre savoir. Parce qu'on sait très bien, et la chose n'est pas nouvelle, que l'école, le savoir, c'est pas qu'à l'école qu'il s'apprend, et que cet outil, le numérique, est un outil formidable, mais un outil formidable à condition de le maîtriser. Et la maîtrise, c'est une maîtrise intellectuelle et pas simplement pratique. On est au cœur de la translittératie, nouveaux mots, nouvelles techniques, nouveaux projets. Je crois que il faut prendre les outils dans la période où ils apparaissent. C'est-à-dire, le livre, après tout, ça a été quelque chose de complètement nouveau le jour où on a inventé les imprimeries. Le livre a eu une place fondamentale dans l'école du jour où on a décidé d'apprendre à tout le monde à lire et à écrire. Et on a bien vu les inégalités qu'il y avait par rapport à l'utilisation du livre. Donc, on a le même défi par rapport au numérique. Il a toute sa place, il fait partie de notre quotidien, alors il faut le prendre comme un outil du quotidien, sans d'ailleurs supprimer l'intérêt des anciens supports. Mais alors, est-ce que l'innovation éducative, l'innovation pédagogique doit être au cœur de l'école refondée? Mais comment une école ne peut-elle être en permanence dans l'innovation? C'est-à-dire, prenons un parallèle qui n'a pas grande valeur, mais pour les entreprises, on nous dit la survie d'une entreprise, c'est l'innovation. Comment pourrait-on prétendre enseigner à des enfants en début du XXIe siècle, selon les mêmes méthodes, d'ailleurs qui correspondaient à un nombre d'élèves moins important, à des couches sociales particulières, etc. Bon, on ne va pas refaire l'histoire de l'école. Il est bien évident que l'école doit innover en permanence, parce que l'enfant de 2012 n'est pas celui de 2000, il est encore moins celui des années 90. Donc, oui, le propre du travail d'enseignant, c'est certes de transmettre des savoirs, oui, mais avec des méthodes adaptées au public.
Alors, adapter, ça ne veut pas dire qu'on baisse le niveau, mais qu'on prend en compte, encore une fois, le jeune, son environnement, ce qu'il sait. Enfin, je veux dire, on ne peut pas attendre de lui qu'il connaisse, je ne sais pas moi, le Songe de Boz de Victor Hugo, en 2012. Par contre, il connaît beaucoup d'autres choses grâce à la télévision, grâce au numérique, grâce à Internet. Donc, c'est cette réalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui apprendre à découvrir le Songe de Boz. Mais c'est pas, on ne part pas sur les mêmes bases. La loi Jospin de 89 avait une particularité. Elle donnait comme objectif à l'éducation nationale de faire en sorte que 80% d'une tranche d'âge, d'une classe d'âge, atteignent le niveau 4. Ce n'était pas le baccalauréat. Aujourd'hui, on constate que 150 000 jeunes quittent le système éducatif sans qualification professionnelle. Alors, si vous n'aviez qu'une seule proposition à faire pour que, justement, l'école permette véritablement la réussite de tous les jeunes, quelle serait cette proposition? Je crois que c'est le slogan qui était aussi important en parallèle de 80%. C'est « Nul jeune ne doit sortir du système éducatif sans qualification ». Et quel que soit son âge, parce que c'est aussi une des données de la loi de 89 qui est complètement oubliée, c'est qu'il n'y a pas un âge donné pour avoir tel diplôme. L'important, c'est de permettre, et on retombe toujours, la progression du jeune pour trouver sa voie, pour aboutir à une qualification qui changera peut-être demain, mais en tout cas qui lui donnera des bases pour se sentir, être sécurisé par rapport à l'avenir, et demain, éventuellement rebondir, parce qu'après tout, on peut avoir fait une voie professionnelle et réussir parfaitement, à condition que ce ne soit pas une orientation par l'échec, mais un choix, et demain, avec un bac professionnel, dire mais tout compte fait, j'ai envie de reprendre des études universitaires traditionnelles, je vais me donner les moyens. Mais s'il a lui-même, grâce à une qualification reconnue, une certaine valorisation de ses capacités, alors demain il peut rebondir et choisir. Mais évidemment, on rentre là dans l'éducation tout au long de la vie.